J'ai pris le sentier rocailleux qui descendait jusqu'à la plage. Je me suis approché de la grotte des nymphes. J'ai déplacé le rocher, je suis entré. Les présents des Phéaciens étaient toujours là. Et au milieu des étoffes précieuses, j'ai vu l'écharpe que m'avait offert Nausicaa au moment de mon départ. Je revois ses yeux remplis de larmes qui semblaient me dire « Est-ce que je te reverrai un jour ?» J'ai songé alors qu'elle ferait une excellente épouse pour mon fils Télémaque. Je suis sorti de la grotte, j'ai repoussé le rocher et je suis allé m'asseoir au pied de l'olivier que mon père avait planté en disant que ce serait son petit-fils Télémaque qui en récolterait les fruits. Le vent était tombé, la mer était calme. Dans la lueur du soleil couchant et dans des grands jets d'écume, je voyais un balai de dauphins. Je me suis souvenu. Mon fils Télémaque n'avait pas 2 ans quand je l'ai amené avec moi sur cette plage. Et pendant qu'il courait à 4 pattes sur le sable, moi j'étais perdu dans une rêverie, la rêverie de mon récent bonheur, sans savoir que dans quelques jours, je devrais partir à la guerre. Soudain, j'ai entendu des cris. C'était Télémaque qui s'était approché de l'eau, un peu imprudemment. Une vague l'avait saisi et l'emportait au large. Je me suis précipité et c'est alors que j'ai vu surgir de la mer un dauphin qui a pris mon enfant sur son dos et l'a ramené jusqu'au rivage. Voilà pourquoi on peut voir dessiner un dauphin sur mon bouclier et sur la proue de mon navire. Je me suis souvenu aussi, en voyant ces dauphins, à l'histoire que me racontait ma nourrice Euryclée, l'histoire de ces pirates tyréniens qui s'étaient éloignés des côtes d'Italie, qui écumaient les mers, qui attaquaient les navires marchands, qui pillaient les villages côtiers sans cependant pénétrer trop profondément dans les terres. Un soir, ces pirates tyréniens sont arrivés en vue de l'île d'Icaria. Cette île doit son nom à Icare, ce jeune audacieux qui s'est trop approché du soleil. Ses ailes de cire ont fondu et il est tombé dans la mer. Les marins ont rentré les rames, ils ont baissé la voile, ils ont abattu le mât, ils ont tiré le bateau sur le rivage, et là les pirates se sont divisés en 2 groupes. L'un est resté sur la plage pour ramasser du bois, pour faire du feu, et pendant ce temps, le second groupe, avec à sa tête le chef et le pilote, ont commencé à pénétrer à l'intérieur de l'île pour aller chercher de l'eau ou quelques gibiers. Et ils n'ont pas été longs à voir, derrière des buissons, bien à l'abri du vent, un jeune homme. Il dormait sur le sol, drapé dans un manteau pourpre. À côté de lui, il y avait une coupe renversée. Ses cheveux tombaient en boucles blondes sur ses épaules. Et à voir la finesse de son visage, presque féminin, le chef des pirates a pensé qu'il s'agissait sans doute de quelque prince échoué sur cette plage et qu'il allait pouvoir en tirer profit en allant le vendre au marché des esclaves à Chypre ou en Égypte. À ce moment-là, le jeune homme a ouvert les yeux, il s'est levé sans aucune crainte, souriant, et au chef qui lui posait une question pour savoir qui il était, il a répondu qu'il était fils de roi, qu'il était avec ses compagnons sur un bateau, qu'il se dirigeait vers l'île de Naxos, qu'une tempête s'était levée, le bateau avait fait naufrage, il ne savait pas si ses compagnons étaient encore en vie et que lui, il avait échoué sur cette plage. Le chef aussitôt l'a rassuré. « Jeune homme, cela tombe vraiment bien, tu es béni des dieux, apprends que nous allons aussi dans l'île de Naxos. » Le pilote a été très surpris parce qu'il savait très bien qu'on avait loué ses services pour amener ces pirates dans l'île de Chypre et même en Égypte. Mais il n'a rien dit.
Le soir, ils ont tous mangé autour d'un bon feu, ils se sont couchés à même la plage, et le lendemain matin, dès l'aube, ils se sont levés, le vent du nord avait commencé à souffler, il était temps de partir. Alors ils ont tous embarqué. Là, le pilote a mis le cap vers le nord, vers l'île de Naxos, et il n'était pas besoin de lever la voile puisque l'on allait contre le vent. Alors chaque pirate s'est assis à son banc, a pris une rame et ils ont commencé en ramant à faire avancer le bateau. Mais à peine éloigné de l'île d'Icaria, le chef s'est tourné vers le pilote et lui a dit « Maintenant, nous changeons de direction, tu mets le cap plein sud, direction Chypre. » Mais le pilote a rappelé au chef des pirates qu'ils avaient promis au jeune homme de l'emmener dans l'île de Naxos, qui était sa destination. Mais le chef s'est mis à crier, à hurler ses ordres, et le pilote a été obligé d'obéir. Alors il a changé la direction du bateau, il a mis le cap sur l'île de Chypre, plein sud. Alors là, on a de nouveau dressé le mât, levé la voile, et le vent s'est mis à gonfler comme ça la voile, et le bateau s'est éloigné à toute vitesse de l'île. Et quand ils ont été hors de vue, le chef s'est tourné vers ses compagnons et leur a dit « Emparez-vous de ce jeune homme et liez-le fortement avec de bonnes cordes. » Et le jeune homme, aux boucles blondes, souriant, s'est laissé faire. Et ils l'ont ligoté, ils l'ont laissé au milieu du pont. Et le vent continuait de souffler, et le bateau continuait d'aller à bonne vitesse. Mais voilà qu'à un moment, on a entendu une étrange mélodie. C'était le jeune homme qui avait commencé à chanter. Une sorte de mélopée étrange, des paroles qu'il ne comprenait point. Et tandis qu'il chantait, le vent, peu à peu, s'est arrêté de souffler. Les voiles inutiles sont retombées le long du mât. Alors, les pirates sont allés de nouveau s'asseoir sur leur banc, chacun prenant une rame. Mais le jeune homme continuait de chanter, et sa mélodie était de plus en plus forte. Elle montait comme ça jusque vers le ciel. Et voilà que bientôt sur le pont a commencé à apparaître des pampres de vigne, des grappes de raisin, et du lierre qui s'est entortillé autour du mât, qui s'est entortillé autour des rames, immobilisant les gestes des rameurs. Et tandis qu'il chantait, les cordes qui le liaient sont retombées inutiles sur le pont. Les rameurs étaient là, immobilisés, le bateau ne pouvait plus avancer, et le jeune homme continuait à chanter, mais peu à peu son chant a fait place à un rugissement terrible, et sur le pont est apparu un lion toute griffe dehors, et puis un tigre et une panthère. Affolés, tous les marins, les pirates se sont dégagés du lierre qui les emprisonnait, et tous ils ont sauté par-dessus bord. Et à peine ont-ils touché la surface de l'eau, qui se sont métamorphosés en dauphins bondissant au milieu des vagues. Et sur le pont du bateau n'est resté que le jeune homme souriant avec ses boucles blondes et le pilote qui est tombé à genoux parce qu'il l'avait reconnu, lui, et depuis longtemps, que ce jeune homme n'était pas un humain, mais un Dieu, et pas n'importe quel Dieu. Le Dieu de la vigne, le Dieu du vin, le Dieu de la joie, le Dieu de la fête, mais aussi le Dieu qui pouvait se venger quand on refusait de croire à son immortalité. Le pilote, aussitôt, a remis le cap sur l'île de Naxos. Et avant de débarquer le dieu Dionysos, il lui a demandé une faveur, celle de devenir son prêtre dans son temple. Quand Dionysos a touché le sol de l'île de Naxos, au loin il a aperçu sur une falaise une jeune fille, le visage en larmes, qui regardait au loin s'éloigner
un bateau avec des voiles noires. Et quand Manoris Riclé me racontait cette histoire, elle ne pouvait pas s'empêcher à la fin de faire une petite morale. Elle me disait toujours, tu vois Odyssée, moi c'est comme ça qu'elle m'appelait, tu vois Odyssée, il faut faire attention quelquefois, sous l'apparence d'un homme se cache un Dieu. Il faut savoir le reconnaître et il faut savoir le respecter. Tu as vu ce qui est arrivé à ces pirates tyréniens. Ben, tu sais que ce dieu Dionysos s'est vengé de bien d'autres mortels qui, eux aussi, n'ont pas voulu reconnaître sa divinité. Et quand Euryclée commençait à raconter, elle était intarissable. Elle enchaînait histoire sur histoire. Et après les pirates tyréniens, elle me racontait l'histoire de Lycurgue. Et après l'histoire de Lycurgue, elle me racontait l'histoire de Pynthée. Et après l'histoire de Pynthée, elle me racontait l'histoire d'Icarios. Mais moi, la plupart du temps, je m'endormais sous mes genoux. La seule chose que j'entendais encore, avant de sombrer vraiment dans le sommeil, c'était la berceuse qu'elle me chantait. Agorimou, 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 naseraron.